nous, quand on fait appel à des gens, quand on a travaillé avec les tailleurs de pierre, là, on ne savait pas ce qu'ils allaient répondre. Alors, c'est pas parce qu'il y a un tailleur de pierre ou que nous, on pense ceci, que ça va représenter la profession. Si les tailleurs de pierre nous avaient dit « Ah ben non, c'est hyper simple, on fait ça en une semaine », bah, moi, je me serais incliné, hein, je ne suis pas tailleur de pierre. Je dis « Ah bon, j'aurais demandé à voir », mais voilà, ça serait arrêté là. Et là, vous dites que les revues scientifiques ne sont pas intéressées. C'est pas qu'elles ne sont pas intéressées, c'est que pour faire une publication scientifique, donc dans une revue à comité de lecture, il faut qu'on arrive avec des références. Je pense qu'il faut qu'on soit chapeauté par un scientifique, qu'on n'a pas envie de mettre un scientifique dans l'embarras. On n'a pas envie que quelqu'un qui présenterait une hypothèse, une publication scientifique, soit suspecté d'être acquis à une cause, laquelle en plus on n'en sait rien, mais soit suspecté d'être... parce qu'aujourd'hui, il y a quelques personnes avec lesquelles on a pu travailler qui ont reçu des attaques après derrière. Et on avait ça avec le géologue Éric Gontier qui a travaillé avec nous. Et d'un seul coup, on attaque son intégrité, et puisqu'on attaque les personnes, quand on ne peut pas attaquer directement les travaux, bah, on attaque les personnes. Et donc, et ça, c'est un rêve. On a ce qu'il faut pour faire la publication scientifique. Ça veut dire que si on n'est pas docteur en histoire ou en archéologie, ou qu'on n'a pas un titre, on ne peut pas publier dans une revue scientifique? Elle ne sera pas lue si elle n'est pas parrainée par un archéologue. Elle ne sera pas publiée dans une revue archéologique, elle ne sera pas lue par les pairs. Parce qu'on dira, c'est un peu ce qu'on peut nous reprocher. Nous, on a une équipe pluridisciplinaire. Donc on a autant des ingénieurs, des techniciens, des acousticiens, un indologue, là dans le cas de Barabar, on avait un géologue Eric, on a d'autres. Et puis il y a des scientifiques avec lesquels on bosse qui n'ont pas envie d'apparaître à l'image, et on comprend tout à fait. Donc c'est une équipe pluridisciplinaire. Maintenant, ce qu'on nous reproche, c'est de ne pas être nous-mêmes archéologues. Et moi, je l'ai entendu, je ne sais pas combien de fois, mais il n'est pas archéologue ou il se prend pour un archéologue. Non, on ne se prend absolument pas. Moi, je ne suis pas un archéologue frustré. J'adore mon métier, quoi. Je n'en aurais pas fait un autre pour rien au monde. Après, c'est la curiosité, c'est la recherche qui fait qu'on a envie de trouver des réponses. Et moi, j'adorerais... on a cherché des archéologues français qui avaient travaillé sur Barabar et qui étaient allés sur le site. Il n'y en a pas. En fait, il y a très peu de personnes dans le monde qui ont travaillé sur le dossier de Barabar. C'est sur les doigts de la main. Et qui sont allés sur place après, ça réduit encore plus. Et c'est important d'aller sur place, puisqu'on le montre, pour éviter certaines erreurs, et puis surtout pour pouvoir avoir un point de vue original et singulier. Parce que si c'est pour répéter ce qu'ont dit les autres, je ne vois pas l'intérêt, quoi. On fait que recycler des publications. Bon, bah ça s'appelle une page Wikipédia. C'est pas une publication scientifique. En tout cas, si un archéologue nous écoute, ah oui, avec plaisir. Il sait qui contacter. Avec plaisir. Bah là, ce qu'on a fait, on a travaillé avec Harry Falk, donc qui est professeur à l'université de Berlin, enfin qui a arrêté d'exercer aujourd'hui, qui a passé sa vie à faire ça, qui est passionné par l'Inde, par les Mauryas, par le roi Ashoka, et qui est celui qui a fait le travail le plus poussé sur les chambres. Alors, pour la petite histoire, il a beau être à l'université de Berlin, il est allé plusieurs fois en Inde pour écrire un livre qui est le livre le plus pointu qu'on puisse trouver sur ça. Il a payé les voyages à ses frais. Alors, il faut aussi dire que l'archéologie, c'est pas le football. Ils n'ont pas les mêmes budgets. Hein. Et ça devrait être l'inverse, hein, normalement. Mais donc, c'est difficile, et c'est la course au budget à l'intérieur. C'est difficile de récupérer. Moi, si j'avais été au CNRS archéologue, j'ai dit « Tiens, j'aimerais bien scanner les chambres de Barabar en 3D ». On m'a dit « Mais pourquoi faire ?» Bah, je sais pas, mais qu'est-ce que tu cherches ? Ben, je cherche rien, on va les scanner en 3D, on les aura, on aura le modèle. Si un jour elles sont détruites, on aura encore ça. Pas sûr que j'obtienne quelque chose. Et surtout, si on pressent que je puisse être un peu remettre en cause des choses qui sont remettre en cause l'histoire, en fait. C'est là que ça coince le plus. Parce que comment vous l'expliquez que finalement on ne puisse pas remettre en question notre narratif, notre passé, l'histoire qui nous concerne? Tout le monde s'accorde sur le fait que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Donc maintenant, celui qui dira le contraire et qui dira non, c'est pas vrai, on le voit.
Nous, en France, on l'a avec les Celtes. Les Celtes, on a suivi pendant presque, je ne vais pas dire 2000 ans, un peu moins que ça, la propagande de Jules César. L'image qu'on avait, on les appelait les Gaulois, et l'image qu'on avait des Gaulois, c'était un peuple barbare, absolument pas raffiné, etc. Alors qu'en fait, depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, on vient de découvrir qu'ils étaient peut-être même plus avancés que nous socialement, la place de la femme était complètement différente. Enfin, nous, en France, la femme, elle a le droit de vote depuis 1947. Et en Suisse, c'est bien plus tard. C'est combien? C'est dans les années 70. Ah oui. Bah voilà, alors que les Celtes, non, il y avait des femmes au pouvoir. Les Égyptiens, c'est pareil, ils avaient des reines. Enfin, c'est... Donc, bon, je digressais, mais là, on a, chaque fois que par exemple, à la Révolution française, on va dégager tout ce qui pourrait présenter la royauté sous un jour positif. Puisque justement, le but, c'était de faire partir la royauté qui était décadente, etc., et pour installer un système de politique plus juste, plus équitable, etc. Ce qui ne s'est pas avéré être le cas, forcément. Je ne devrais pas dire ça, mais bref. Donc à chaque fois, à chaque fois que quelqu'un vient, les communistes qui arrivent en Chine, ils réécrivent l'histoire de la Chine pour justifier le fait que c'est le meilleur régime possible après 5000 ans d'histoire. Et ça, c'est normal. Enfin, c'est normal. C'est la nature humaine et c'est comme ça que ça se passe. Non, ce que vous dites, il y a des enjeux de pouvoir dans la description de l'histoire, du passé, quoi. Mais il y a toujours eu. Il y a toujours eu. Et que c'est encore actuellement le cas pour l'histoire actuellement scientifique. Considérée comme aujourd'hui, c'est encore autre chose. Aujourd'hui, évidemment, l'histoire en Occident n'est pas la même que dans le reste de l'Occident. L'histoire du monde, hein, j'entends. L'histoire du monde racontée par l'Afrique ou par la Russie, ça ne sera pas la même. Le conflit russo-ukrainien vu par la Russie ou par l'Ukraine, ça ne sera pas la même version. Et ça s'applique un petit peu partout. Donc voilà, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on a une histoire qui est très tardive. Parce qu'avant, c'est la proto-histoire. On considère que quand on n'était pas sédentarisé et qu'on n'avait pas de langage écrit, je grossis le trait, hein, il n'y avait pas d'histoire, grosso modo. Donc c'est pour ça aussi, par exemple, pour les Celtes, on pensait que comme ils n'avaient pas de langage écrit, c'est comme si le langage écrit était une condition sine qua non à une certaine forme d'intelligence, de réflexion, etc. De civilisation. De civilisation. Alors que non, qu'il y a des peuples qui se sont répétés de manière orale pendant des millénaires les mêmes choses, et qui préféraient la tradition orale, qui était extrêmement importante parce qu'ils avaient peur que les écrits soient dévoyés. Ils avaient peur que les écrits tombent dans de mauvaises mains, ils avaient peur que ce soit mal interprété, et donc ils préféraient une tradition orale qui ne pouvait en fait s'interpréter que d'initié à initié. Mais c'est exactement la même chose aujourd'hui. Tu vois, les gens qui savent faire une arme nucléaire, je ne sais pas combien on a dans le monde, mais on ne publie pas ça dans le journal avec la recette comment faire une bombe nucléaire. Donc c'est des secrets qui se transmettent d'initié à initié. Aujourd'hui, il y a les secrets industriels aussi. La recette du Coca-Cola, elle est donnée à personne. Donc voilà, c'est secret. Et peut-être qu'il y a des gens qui sont initiés à cette recette, c'est secret. Donc ça a toujours été des fonctionnements partout. Donc l'histoire ne peut pas être au courant de tout.